Salut à tous, c'est Julien, merci de regarder cette vidéo. Alors, vous le savez peut-être ou pas, je suis depuis quelques mois sur Angoulême, donc en Charente. Et la Charente, c'est le département de... des Cagouilles. Oui, mais... je sais. Du Festival de la BD. Oui, mais aussi... du cognac. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. 3,15 milliards d'euros. Ça n'est pas ce qui est tombé dans mon compte en banque l'année dernière, je vous rassure. Non, c'est le chiffre d'affaires réalisé en 2017 par donc l'industrie du cognac. Pour vous donner un rapide aperçu, le chiffre d'affaires de la famille des vins l'année dernière, c'était 12 milliards. Quand on sait que le cognac, en termes de superficie de production, représente à peine 10% du territoire, et qu'en termes de chiffre d'affaires réalisé par rapport à la famille des vins, il représente plus de 25% de ce même chiffre d'affaires, on ne peut que être émerveillé par rapport à l'énorme valorisation du produit. Alors quand je suis arrivé donc dans la région au mois d'octobre, il a fallu un petit peu que je me mette au fait de comment était produit le cognac. Et loin de moi l'idée aujourd'hui de vous apprendre la méthode de fabrication du cognac parce qu'elle est extrêmement complexe, mais je vais au moins vous donner quelques petites notions. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le cognac est issu donc de raisins blancs, majoritairement Uni-Blanc, Colombard, Folle Blanche, qui sont récoltés donc sur les départements Charente et Charente-Maritime en différents crus. Bois ordinaire, fin bois, bon bois, petite champagne, grande champagne, borderie. Ces crus donnent des spécificités. Aromatiques différentes aux eaux de vie produites. Les rendements de récolte sont assez prolifiques puisqu'on est sur des rendements à 160 hecto-hectares en moyenne. L'objectif étant de récolter donc des vendanges plutôt acides, avec des pH inférieurs à 3 et des degrés alcooliques assez faibles entre 7 et 12. Le cognac est un produit issu de la distillation, c'est-à-dire que l'on va concentrer les arômes du mou en chauffant celui-ci, tout comme on peut le faire par exemple en Armagnac avec la distillation à colonne. Cognac se différencie avec un système qui s'appelle la double distillation. C'est-à-dire que l'on va d'abord chauffer la vendange une première fois pour obtenir ce qu'on appelle un brouillis. Et ce brouillis sera réchauffé une deuxième fois. Au bout de ça, on aura ce qu'on appelle une eau de vie. Alors c'est là où je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que la distillation c'est un procédé extrêmement technique qui prend en compte bien sûr les températures de chauffe, les températures de coulage et la durée de cette distillation. Puisque l'on va séparer au coulage, donc on va faire ce qu'on appelle des coupes, les têtes, les cœurs, les secondes, les queues. Ça c'est le principe général. Après, chaque maison de cognac a un petit peu sa propre sauce. Certains vont utiliser dans les mous au départ des mous avec lit, d'autres vont préférer utiliser des mous clarifiés, donc sans lit. Chacun pouvant comme ça apporter un petit peu sa touche personnelle. Donc ça c'est le principe de base de la distillation. Après ce qu'il faut savoir c'est que cognac c'est un produit issu donc de l'assemblage. Une fois qu'on a fini sa campagne de distillation au 31 mars, ce qui est réglementé, ensuite on va laisser vieillir les eaux de vie, puisque ça n'est que de l'eau de vie, ça n'est pas du cognac, en fût pendant un minimum de 2 ans. À partir de là, on peut appeler le produit cognac. Vous avez 3 catégories de cognac en dénomination commerciale. Vous avez le VS Very Special. C'est un cognac qui est élaboré à majorité avec des cognacs qui ont 2 ans. Le VSOP, Very Special Old Product, élaboré majoritairement avec des eaux de vie qui ont 4 ans. Et le fameux XO, Extra Old, qui lui est élaboré avec des eaux de vie majoritairement de 10 ans. Et oui, jusqu'à l'année dernière, on pouvait produire des XO avec des eaux de vie de 6 ans, mais maintenant, on ne peut utiliser que des eaux de vie minimum de 10 ans.
Donc voilà un petit peu pour vous recentrer le mode de production au cognac, hein. C'est vraiment très basique, mais comme je vous dis, je ne veux pas rentrer dans les détails, je vous mets dans la description des petits liens si ça vous intéresse. Ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'est surtout cette espèce d'embellie sur le cognac, hein, qui ne cesse de progresser. Chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards d'euros. On a dépassé la barre des 3 milliards l'année dernière, puisqu'on a fait plus 14% en valeur. Et ce qu'il faut bien regarder en fait, c'est comment est structuré le marché du cognac. Il faut savoir que 98% du cognac produit part à l'export. Majoritairement, le premier marché, historiquement, eh bien, ce sont les États-Unis, qui achètent presque la moitié de la production de cognac. Le deuxième marché, c'est la Chine. Alors les États-Unis, eux, achètent plutôt des cognacs type VS, donc des cognacs assez jeunes, puisque ce sont des cognacs qu'ils utilisent surtout pour des cocktails. Et la Chine achète plutôt des VSOP XO, des cognacs à consommer secs durant le repas. On peut aussi constater un essor du marché européen, surtout vers la Russie. Mais globalement, en France, sur le marché domestique, la consommation est plutôt en régression. Alors c'est là où je voulais un petit peu en venir par rapport à l'avenir du cognac. En y réfléchissant un petit peu, on se rend compte que c'est un produit qui a suivi un petit peu des fluctuations au cours des dernières décennies, qui est très dépendant en fait eh bien, des aléas politiques et économiques dans les pays où il est installé. Par exemple, la crise de 1997 au Japon eh bien, est un bon reflet de ce qui s'est passé. Le Japon, c'était environ 20% du chiffre d'affaires total des cognacs donc, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ça a complètement chuté. Alors, qu'est-ce qui peut nous dire qu'aujourd'hui, le cognac va continuer cette embellie à l'export ? Quand on sait qu'on est donc dépendant des décisions politiques des pays dans lesquels eh ben, on évolue. J'en ai pour preuve l'année dernière donc la Chine qui a interdit donc par une loi la possibilité de pouvoir faire des cadeaux type cognac dans ses différents ministères. Ce qui était possible auparavant et ce qui a permis l'essor du cognac en Chine. Heureusement que la filière avait préparé le terrain et avait déjà éduqué la clientèle chinoise hors, on va dire, grande sphère pour eh bien, pallier à ce problème. Mais on peut se poser la question, par exemple aujourd'hui, d'un marché comme les États-Unis où Donald Trump est assez imprévisible. Et qu'est-ce qui se passerait par exemple si il imposait une sorte de protectionnisme par rapport, je sais pas, à sa production de bourbon et qu'il interdisait ou qu'il surtaxait le produit cognac pour eh bien, faire repartir à la hausse la production d'alcool local aux États-Unis. Ou que se passerait-il si, par exemple, les Chinois décidaient de durcir encore plus leur politique d'importation, se retrouveraient face à un phénomène extrêmement compliqué des deux marchés principaux, hein, des deux marchés leaders qui chuteraient complètement. Alors il y a bien les marchés émergents qui sont là pour un petit peu jouer le rôle de coussin récupérateur, mais enfin bon, que ce soit l'Afrique, l'Inde ou l'Amérique du Sud, on n'est pas sur des pouvoirs d'achat comme les États-Unis par exemple, ou même la Chine, où la clientèle est habituée à pouvoir acheter un produit à forte valeur ajoutée. Il y a une autre chose dont je voulais parler aussi, c'est par rapport au produit en lui-même, à la façon dont il est fait. On sait que pour obscurcir la couleur du cognac, hein, comme tout autre alcool type whisky ou rhum, hein, on utilise des colorants, des arômes naturels, hein, comme le caramel, hein, le fameux E150. Alors nous, on utilise le E150A, qui est un additif censé être le plus sain dans la gamme des E150, hein, qui va jusqu'à D, où là on a des E150D qui sont des additifs assez allergènes, mais avec des positionnements de plus en plus hygiénistes dans chaque état. On pourrait très bien se dire qu'à un moment donné, eh ben, on va couper la vanne parce qu'on va trouver que dans le E150A, eh bien, il y a je ne sais quel composé qui pourrait produire des effets nocifs sur le corps humain. Donc, ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'à aujourd'hui, eh bien, cognac, ça marche très très bien, mais on peut se poser la question de qu'est-ce qui pourrait arriver, eh bien, si ces marchés qu'on ne contrôle pas venaient à s'arrêter du jour au lendemain.
Est-ce que le marché domestique, hein, le marché français, serait capable de pouvoir résorber des problèmes de mes ventes à l'export? Ça, je ne le crois pas. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous consommez du cognac, vous, ou est-ce que c'est un produit qui ne vous intéresse pas? Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur le marché du cognac. Et puis en tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Julien, le Vin Batteur. À très bientôt.